Et c'est ainsi qu'une attitude antidémocratique est socialisée. On croit au récit étatique parce qu'il manque l'expérience, que le pouvoir absolu, conduit à l'abus absolu du pouvoir. Nous avons donc, pour ainsi dire, socialisé une génération antidémocratique. Et cette génération, ce ne sont pas les générations sages comme moi. Je suis trop âgé pour être envoyé au front. Mais cette génération, ces deux générations, ils ne se rendront compte de ce qui se passe ici que lorsqu'ils seront allongés dans leur propre sang, dans les tranchées. Mais il sera trop tard, et encore une fois, les autres seront coupables. Prenons l'exemple des manifestants contre le coronavirus et la façon dont la police les a traités. Mon livre « Des deux côtés du front » est également paru en langue russe, par une petite maison d'édition privée. Et l'éditeur a organisé un événement dans un club culturel à Moscou. Il y avait aussi des représentants de l'État, des autorités que je connaissais. Et puis, je me suis assis là-bas sur le podium et j'ai parlé de la guerre d'agression illégale au regard du droit international. Je voulais voir ce qu'ils faisaient. Ils sont ensuite venus me voir et m'ont dit « Sur l'analyse, nous sommes largement d'accord. Rien ne m'est arrivé, je n'ai pas été écarté. On a accepté que je voie les choses ainsi. Et là, je ne peux que recommander de ne pas sous-estimer l'ouverture d'esprit et la volonté de discuter des Russes. » Et dans mon cercle d'amis à Saint-Pétersbourg, le spectre des opinions concernant la guerre en Ukraine va de « Poutine l'a commencé trop tard, nous aurions dû envahir bien plus tôt » jusqu'à « Poutine et les services secrets, ce sont eux les responsables de tout ». Nous nous sommes disputés bruyamment assis sur un bateau. Cela existe donc aussi. Ce n'est pas comme si, en Russie, on était immédiatement freiné ou arrêté. Au contraire, les Russes ont beaucoup progressé économiquement au cours des 25 dernières années. Il manque encore beaucoup, il y a encore beaucoup à faire, c'est clair. Il y a toujours quelque chose à faire dans un pays aussi vaste. Mais cela n'est possible que si de nombreuses personnes collaborent et ont aussi une liberté de décision dans leur domaine, sinon ces forces ne peuvent pas se déployer. Un système dictatorial ne fonctionne pas, même en Chine. Cependant, nous ne pouvons pas abandonner notre propre système électoral. Les Chinois diraient alors « nous faisons cela différemment. Nous recrutons les meilleurs au sein du parti ». Il y a aussi beaucoup de corruption. Mais qu'une personne comme Annalena Baerbock accède au ministère des Affaires étrangères, cela ne serait pas possible en Chine. Quelque chose fonctionne dans le recrutement là-bas, contrairement à chez nous, nous devons garder ces facteurs à l'esprit. Monsieur Bab, vous avez mentionné à plusieurs reprises le collègue Friedrich Merz. Nous assistons actuellement à une tromperie assez audacieuse des électeurs. Parler du frein à l'endettement à l'avance, puis l'assouplir 3 heures plus tard et soudainement débloquer 1000 milliards de fonds spéciaux, justifiés ensuite par une contrainte factuelle. Pourquoi les politiciens ont-ils le droit de mentir impunément ? 70% des Allemands, selon un sondage récent, auraient compris que Merz et ses collègues les ont trompés et trahis. En ce qui concerne les dernières élections fédérales, je parle d'une simulation de démocratie. On pourrait ici reprendre le slogan des défenseurs des droits civiques lors des dernières élections municipales de la République démocratique allemande en mai 1989. Jamais assez de fraude électorale. Cela a commencé par l'avancement de la date des élections, ce qui a réduit les chances des partis d'opposition. Cela s'est poursuivi avec une vaste campagne, voire une véritable hystérie contre la droite, qui visait bien sûr l'AfD, mais qui, en fin de compte, a élargi le réservoir électoral des partis établis du cartel politique au pouvoir. Cela s'est poursuivi avec des problèmes dans la distribution des bulletins de vote aux Allemands de l'étranger. Le taux de retour était très faible et personne n'a cherché à en connaître l'origine. Cela a continué avec des erreurs manifestement intentionnelles et des falsifications lors du dépouillement. L'exemple de Berlin le montre.
Et cela continue avec le fait que la Cour constitutionnelle fédérale a refusé d'intervenir ici et a déclaré que nous n'avons pas besoin de recompter. Et cela a à voir avec le fait que, bien sûr, les juges constitutionnels ont été nommés ces dernières années par le cartel des partis au pouvoir. À l'exemple de la révolution de 1848, l'historien Arthur Rosenberg, que j'apprécie beaucoup, a écrit dans un essai « Bien sûr, pour une démocratie, un droit de vote libre est une base indispensable, mais on peut aussi, avec le bulletin de vote, réprimer de façon dictatoriale les intérêts de la population. » Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. À mes yeux, cette élection était une fausse élection. Elle devrait être répétée. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais pourquoi les gens ne manifestent-ils pas? 70% des gens le ressentent, mais d'une certaine manière, rien ne se passe, ce qui se reflète aussi dans les résultats des élections. Ceux qui osent s'exprimer, d'après ce que je constate sans cesse, ce sont les personnes âgées. Les plus jeunes, ceux qui ont entre 15 et 55 ans, sont attachés au système parce qu'ils doivent gagner leur vie dans des entreprises, dans l'appareil d'État, dans des organisations non gouvernementales, dans des administrations ou ailleurs. Le néolibéralisme a fait en sorte qu'il n'existe pratiquement plus de contrats à durée indéterminée, à vie. Et cela a un impact particulier dans le domaine académique. Ce sont vraiment les pires. Le précariat académique est le vecteur de la propagande et de la censure. Plus de la moitié d'une génération fait des études, il faut bien les caser quelque part. Et ils obtiennent alors des contrats à durée déterminée, occupent des postes de projet ou sont des collaborateurs indépendants dans quelque chose lié aux médias, où ils travaillent pour des soi-disant organisations non gouvernementales financées par l'État. Et l'intérêt immédiat de survie de ces personnes, c'est d'obtenir un nouveau contrat, un nouveau projet ou une nouvelle mission. Le premier ou le deuxième enfant est en route, les loyers à Berlin ou dans d'autres métropoles sont chers, il faut peut-être rembourser un appartement en propriété, la voiture est en leasing, tout cela coûte de l'argent. Et on ne peut continuer à gagner de l'argent que si l'on s'aligne de plus en plus sur la propagande, la censure, les récits, comme on dit aujourd'hui, que le patron souhaite. Et ainsi, ces personnes se déplacent très près avec leur langue du rectum de leurs supérieurs et des puissances en place. Mais il n'y a toujours de la place que pour une seule personne. Et en essayant de rendre visite rectalement à son supérieur, on pense pouvoir améliorer sa propre position de départ en dénonçant d'autres personnes que le chef n'aime pas non plus, ou en écartant des concurrents gênants dans la lutte pour les privilèges avec une petite dénonciation. Et c'est le comportement social suradapté de toute une génération. Et cette génération évolue aussi dans un pacte diabolique avec la mienne. Je voudrais expliquer cela. Les politiciens de ma génération, ainsi que les principaux journalistes, les personnes du monde économique, sont en effet responsables des réformes néolibérales. Ils les ont mises en œuvre et sont donc responsables du fait que les risques de la vie sont de plus en plus transférés du niveau étatique, du niveau de la protection sociale, du niveau de l'État-providence vers les individus. Et maintenant, cela touche nos propres enfants et petits-enfants. Et ma génération dit alors « Oh, il faut qu'on fasse quelque chose pour que le petit enfant ait de bonnes conditions. » Ensuite, on transfère des appartements en propriété, on achète des voitures, on paye des études à Berkeley ou à Boston, dans le Massachusetts, ou à Yale, afin d'améliorer la position de départ de sa propre progéniture dans cette concurrence accrue du néolibéralisme. Il en résulte, dès la petite enfance,
de petits princes et princesses qui sont choyés avec du sucre glace et de la crème pénatène. Et ils se perçoivent aussi ainsi. Ils disent « Je suis le meilleur, je n'ai rien accompli, mais j'obtiens tout ce que je veux ». Et de là naît l'attitude que les autorités qui sont derrière moi s'occuperont de moi si quelque chose tourne mal. Cela signifie que le conflit oedipien n'est plus affronté. L'affrontement avec les parents n'est plus mené jusqu'au bout. Le combat, qui mène normalement à l'autonomisation de la personnalité, à la capacité d'autodétermination et à l'indépendance, n'est plus mené. Au lieu de cela, on soutient ce qui vient d'en haut. On reçoit aussi l'appartement en propriété, l'argent et le fonds d'action. Et ainsi, une attitude antidémocratique est socialisée. On croit au récit étatique parce qu'il manque l'expérience. Que le pouvoir absolu, conduit à l'abus absolu du pouvoir, à l'abus. Nous avons donc, pour ainsi dire, socialisé une génération antidémocratique. Et cette génération, ce ne sont pas les générations sages comme moi. Je suis trop âgé pour être envoyé au front. Mais cette génération, ces deux générations, ils ne se rendront compte de ce qui se passe ici que lorsqu'ils seront allongés dans leur propre sang dans les tranchées. Mais il sera trop tard et les autres seront encore coupables. C'est le problème. Monsieur Baab, votre explication m'a donné la chair de poule à plusieurs reprises, car je n'avais jamais entendu les choses présentées ainsi auparavant. Grandiose. Quand la souffrance sera-t-elle la plus grande en Allemagne? Sera-ce lorsque l'AfD gouvernera dans 3 ou 4 ans, participera au gouvernement, ou au moins sera le parti le plus fort? Quand cela se produira-t-il? La souffrance sera à son paroxysme au début d'une nouvelle guerre. Je m'attends à ce qu'aux prochaines élections fédérales, l'AfD devienne effectivement la plus grande faction et ait de bonnes chances de proposer le chancelier. Si Trump devait prolonger son mandat, ou si les républicains devaient, par exemple, prolonger avec James David Vance, alors les Américains insisteront pour que ce soit effectivement l'AfD qui dirige le pays. Cela entraînera de grands désavantages pour tous les salariés, car l'AfD est fondamentalement ni un parti national-socialiste, ni un parti d'extrême droite. C'est un parti néolibéral qui, en matière de retraite, et dans le domaine social, dans la construction de logements, appliquera des mesures d'austérité strictes. Cela deviendra un désavantage pour les plus vulnérables. Mais ce serait déjà un grand succès si l'AfD maintenait sa ligne équilibrée, orientée vers la paix à l'égard de la Russie. Mais ici, je dois reconnaître que, dans le groupe parlementaire de l'AfD au Bundestag, les forces transatlantiques deviennent de plus en plus fortes. Personnellement, je pars du principe que l'AfD prendra un tournant transatlantique, continuera à maintenir le statut de vassal de l'Allemagne vis-à-vis des États-Unis, mais qu'en même temps, elle durcira sa ligne néolibérale sur le plan intérieur et économique. Ce que vous dites est très intéressant en ce moment. J'ai récemment reçu Maximilien Krah. Après notre conversation, j'ai réalisé qu'il est à bien des égards bourgeois et conservateur, tel un politicien de la Christliche Soziale Union. Cependant, son discours laissait aussi transparaître une forte tonalité libérale, voire néolibérale, axée sur la responsabilité individuelle. Et je me suis toujours dit que la stratégie du cordon sanitaire a de toute façon échoué, alors pourquoi ne pas laisser l'AfD participer? Ainsi, ils pourraient au moins montrer s'ils n'ont que 2, 3 ou 4 figures de proue qui brillent à l'extérieur, mais que la 3e, la 4e, la 5e ligne n'existent en fait pas du tout, ou bien s'ils mènent tout droit à l'échec. Cela permettrait d'évacuer énormément de pression. Si l'on regarde des gouvernements conservateurs comparables en Europe, à part la rhétorique, il n'y a pas eu tant de changements que ça dans la politique réelle. Un monstre est en train d'être créé par les anciens partis, alors qu'en réalité, cela ne pourrait peut-être même pas être mis en œuvre ainsi. J'ai déjà expliqué ma position ici. J'apprécie M. Krah,
Je ne partage pas toutes ses positions, mais sa capacité d'analyse est indéniable. Globalement, je m'oriente sur l'exigence de paix inscrite dans la loi fondamentale. Le cartel des partis au pouvoir ne le fait manifestement pas, et je m'inspire de la phrase de Willy Brandt, « La paix n'est pas tout, mais sans la paix, tout n'est rien ». C'est pourquoi je propose d'intégrer l'AfD dans la politique de paix, car sinon, les forces qui s'orientent sur l'exigence de paix de la loi fondamentale sont trop faibles. Je rassemblerai les gens derrière la devise suivante. Nous nous donnons la main avec tous ceux qui prennent la loi fondamentale au sérieux. Et ce n'est manifestement pas le cas du cartel des partis au pouvoir. Monsieur Baab, vous êtes un maître de la rhétorique. Je pourrais vous écouter pendant des heures. La façon dont vous décomposez toutes ces dynamiques complexes dans leur contexte, je n'ai jamais vu cela chez aucun journaliste dehors. C'est donc un véritable plaisir pour moi de vous accueillir ici. J'ai encore 2 questions de clôture. Si vous étiez ministre des Affaires étrangères demain, quelle serait votre première action officielle? Je ne vise aucun poste ou fonction politique. La première chose serait de prendre l'avion pour Moscou et de faire clairement comprendre qu'il y a un changement ici en Allemagne et que désormais nous renonçons à la haine des Russes et au militarisme. Deuxièmement, il faudrait trouver un équilibre et une alliance étroite avec la France. Et bien sûr, nous devons aussi embarquer les Italiens et les Espagnols afin de permettre un nouveau départ avec l'Union européenne. Et cela ne peut se faire qu'en dehors des institutions actuelles de l'Union européenne à Bruxelles, car il est évident que des militaristes fous s'y sont rassemblés. Bien sûr, il faut ensuite se coordonner avec les États-Unis. Et la prochaine étape mène en Chine afin de développer les relations commerciales. Une petite question intermédiaire me traverse l'esprit. Est-ce que Viktor Orban, marqué comme anti-européen, sera finalement celui qui sauvera l'Europe? Oui, car tout ce qu'Orban a dit s'est avéré vrai. Ici aussi, un homme doté d'une capacité d'analyse supérieure, qui dirige bien son pays sur le plan intérieur, malgré tous les inconvénients que cela comporte, et qui veut lui garder des opportunités économiques ouvertes. Je le considère comme un homme politique étranger intelligent. Sur le plan de la politique de paix, il a pris les bonnes mesures en se rendant à Moscou, et je ne peux qu'espérer qu'il restera fort dans sa tentative de repousser le paquet de dettes insensées de Mme von der Leyen. Monsieur Baab, pour conclure, une recommandation d'action très concrète afin d'obtenir clarté et souveraineté dans ce monde très agité et chaotique. Premièrement, je dis aux gens, vérifiez votre régime d'information. Jetez la télévision par la fenêtre et résiliez votre abonnement au journal. Tournez-vous vers les nouveaux médias, vous y trouverez plus d'informations. C'est important. Dans une démocratie, l'essentiel, c'est un champ d'information ouvert, ce que nous n'avons pas actuellement. Deuxièmement, le gouvernement fédéral doit s'inspirer de la phrase de Willy Brandt « Nous voulons être un peuple de bons voisins » et non pas un peuple de généraux et de seigneurs de guerre. Nous devons abandonner cela. Troisièmement, nous devons nous orienter économiquement vers les pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ce sont la Chine, la Russie, l'Inde et le Brésil. C'est là que se trouve la puissance économique montante. C'est un conte de fées de l'Asie et du Sud global. Nous sommes des spectateurs et nous ne devrions pas surestimer notre rôle. Monsieur Baab, j'ai préparé ici une courte déclaration de clôture. Vous avez averti tôt, vous avez toujours été clair, vous avez toujours été courageux, vous avez été inébranlable. Merci beaucoup d'être resté alors que beaucoup s'étaient déjà tus depuis longtemps. Et en fait, quelqu'un comme vous mérite la plus haute distinction ici en Allemagne. Merci pour votre voix et merci de nous avoir montré ce que signifie avoir de la tenue. Je ne fais que mon travail. Mais à ces petits roquets qui veulent m'attaquer, je dis aussi qu'est-ce qu'un chêne allemand a à faire des sangliers qui se frottent contre lui.